La base de la physiologie hypophysaire, qui vient de réguler la majorité des fonctions internes de l'organisme, c'est l'organisation simplifiée du complexe hypothalamo-hypophysaire qui va s'organiser en 3 étages. Il y en a le complexe hypothalamo-hypophysaire organisé en 3 étages. Le premier étage va être présenté par le chef du chef, c'est l'hypothalamus, qui vient de réguler, de stimuler, de faire la commande par l'intermédiaire des hormones, soit des hormones type stimulatrices, soit des hormones type inhibitrices. Tout dépend de la situation. Le deuxième étage, c'est l'hypophyse. C'est l'organe endocrinien responsable de la sécrétion et la réalisation des actions de stimulation ou bien d'inhibition qui vont être gérées par l'hypothalamus, c'est-à-dire elle est toujours sous la commande de l'hypothalamus. Le dernier, ça va être l'étage dédié à la glande cible pour réaliser les actions physiologiques. Bien sûr, les 3 étages vont être en communication toujours avec un réseau sanguin qui est riche, et c'est forcément le cas, ça nécessite, parce que quand même la communication, ça fait par l'intermédiaire des hormones, des messagers, et même la sécrétion et la libération des hormones, ça nécessite la présence du sang, du milieu interne. Ça reste de l'endocrino, ça reste tout ce qui est à l'intérieur. Et bien sûr, ces 3 étages non seulement vont se communiquer, mais ça nécessite même de poser un certain contrôle entre les choses. Et ça se fait par le système lui-même en faisant des rétrocontrôles à plusieurs niveaux, positifs ou bien négatifs. Donc, ce modèle d'organisation, c'est-à-dire le premier étage hypothalamus qui va stimuler le deuxième étage l'hypophyse, qui vont stimuler par conséquent le troisième étage la glande cible pour réaliser des actions physiologiques avec un certain rétrocontrôle positif ou négatif et la présence d'un réseau sanguin riche entre ces étages, va être appliqué par rapport aux hormones sécrétées par que ce soit l'adénohypophyse ou bien libérées par la neurohypophyse. C'est la même chose. Toujours, il y en a 3 étages par rapport à chaque hormone. L'hormone de croissance, ou bien la GH, Growth Hormone, c'est une hormone polypeptidique, une simple chaîne polypeptidique, responsable des actions anabolisantes à l'intérieur de l'organisme. Et d'après le nom, il s'agit d'une hormone responsable de la croissance chez l'être humain. D'ailleurs, c'est l'hormone la plus importante pour la croissance normale jusqu'à la taille adulte. Mais ça n'empêche pas que même après l'âge adulte, ça va continuer à réaliser des effets physiologiques. Mais le rôle majeur, ça se fait pour la croissance normale jusqu'à l'arrivée à la taille adulte. La sécrétion de cette hormone se fait principalement par des cellules somatotropes qui se trouvent dans le lobe antérieur de l'adénohypophyse. Et ça se fait toujours sous la stimulation et sous la commande de l'hypothalamus. Cette sécrétion suit un rythme pulsatile. C'est-à-dire quoi? La sécrétion pulsatile, c'est un phénomène biochimique caractérisé exactement par une sécrétion temporelle régulière. Ce n'est pas une sécrétion d'une façon continue, d'une façon régulée sur les 24 heures à la même hauteur. Non, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une sécrétion avec des pulsations, avec des battements d'intensité variable et à un certain intervalle variable pendant la journée. C'est ça la sécrétion pulsatile. Et après sa sécrétion, cette hormone polypeptidique va réaliser des actions physiologiques directes et indirectes. Pour les actions directes, de 1, ça va être responsable de la diminution de la captation du glucose par les cellules. C'est-à-dire quoi? Ça va empêcher l'utilisation des cellules du glucose sanguin. Et du coup,
Le glucose, par conséquent, va s'accumuler dans le sang qui va être responsable de l'hyperglycémie, l'augmentation du taux de glucose dans le sang. Et donc, par conséquent, ça va être responsable d'un effet diabétogénique, comme si elle provoque du diabète. Mais bien sûr, ça se fait beaucoup plus à des sécrétions qui sont exagérées. Mais à l'état normal, elle va diminuer la captation du glucose. Et non seulement ça, au niveau intestinal, elle va augmenter l'absorption du glucose. Elle favorise de plus l'absorption du glucose par les intestins, ce qui va augmenter en avantage le taux du glucose dans le sang, ce qui va provoquer de plus l'hyperglycémie. Cette hormone, en plus de l'effet réalisé d'une façon directe sur le métabolisme du glucose, elle va même jouer sur le métabolisme lipidique et protéique. Elle va augmenter la synthèse protéique et donc elle va augmenter la masse maigre au niveau du corps humain, donc un effet anabolisant. Et même elle va augmenter la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des lipides pour plusieurs rôles. Par exemple, les lipides sont la deuxième source énergétique à l'intérieur de l'organisme. Donc, au tout, sur les lipides, les protéines et même le glucose, elle a un effet anabolisant en augmentant le taux de protéines, le taux de lipides et le taux de sucre à l'intérieur de l'organisme. Après ça, cette hormone même provoque au niveau hépatique la production des somatomédines, bien ce qu'on appelle les IGF. C'est Insulin-like Growth Hormone. Il s'agit d'un intermédiaire pour la réalisation des autres actions physiologiques. Et là, on parle des actions indirectes de l'AGH. Ce sont des actions réalisées par les somatomédines. Déjà, les somatomédines, les IGF, vont être stimulées, la sécrétion de ces somatomédines va être stimulée par l'AGH. Et les actions indirectes de cette hormone vont être réalisées à travers les IGF, à travers les somatomédines. Pourquoi on a parlé de l'IGF, Insulin-like Growth Hormone? Parce que les récepteurs des IGF ont une activité qui est semblable à celle de récepteurs de l'insuline. Like growth hormone, insulin-like growth hormone. Le récepteur a une activité qui est tyrosine kinase semblable à celle du récepteur de l'insuline. Les actions réalisées par les IGF vont être l'augmentation de la synthèse protéique dans les chondrocytes et dans les muscles. C'est-à-dire ça va toucher le tissu musculaire et même le tissu osseux, exactement au niveau des chondrocytes. C'est les cellules du cartilage osseux. Et donc, ça va aider à augmenter la masse corporelle en général et en même temps, ça va aider dans la croissance osseuse, ce qui va donner un effet anabolisant en augmentant la taille et le poids jusqu'à l'arrivée à la taille et le poids de l'âge adulte, c'est-à-dire un effet de croissance. C'est-à-dire une croissance linéaire, une poussée de croissance linéaire. Donc, de toute façon, ça va augmenter la synthèse protéique dans la plupart des organes et donc ça va augmenter leur taille. Un effet en gros anabolisant. En plus de ça, puisqu'on a parlé de l'insuline-like growth hormone, puisque l'insuline, à travers ses récepteurs, arrive à réaliser un effet hypoglycémiant en diminuant le taux du glucose, ça va être la même chose pour les IGF. Ça va augmenter la captation glucidique. Donc, c'est ça au total par rapport à l'action de l'hormone de croissance. Comment on arrive à réaliser la croissance à travers l'action physiologique de l'hormone de croissance par les actions directes et les actions indirectes. On va augmenter le taux du glucose, le taux de protéines et même le taux de lipides à l'intérieur de l'organisme qui va être nécessaire pour la croissance et l'augmentation de la masse maigre dans le corps humain. Même après les actions indirectes qui va être réalisées à travers les somatomédines, on va augmenter la synthèse protéique dans les chondrocytes et même dans le muscle, c'est-à-dire dans le tissu osseux et le tissu musculaire qui va être nécessaire pour la poussée de la croissance linéaire et même ça va augmenter la taille de la plupart des organes à l'intérieur de l'organisme.
Donc, pour la régulation de la sécrétion de l'hormone de croissance, ça va obéir à 100% par rapport au complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est la même chose. Il y en a le premier étage, c'est l'hypothalamus par la stimulation via l'inhibition de la sécrétion. Il y en a l'hypophyse. Il y en a même les organes cibles attaqués par l'action hormonale physiologique. Et du coup, donc, le niveau de régulation, ça se fait à plusieurs étages, que ce soit le premier, le deuxième ou bien le troisième, par des rétrocontrôles. Et c'est applicable par rapport à l'hormone de croissance. Il y en a des facteurs qui favorisent la stimulation, il y en a des facteurs qui favorisent l'inhibition. Pour la stimulation, de 1, ça va être stimulé par l'hypothalamus. Et ça se fait à travers et par le biais des hormones. L'hormone sécrétée par l'hypophyse, ou bien sécrétée par l'hypothalamus, responsable de la stimulation de la glande hypophysaire pour sécréter l'hormone de croissance, va être l'AGRF, Growth Hormone Releasing Factor, ou bien ce qu'on appelle la somatolibérine, responsable, c'est-à-dire de la libération de l'hormone de croissance, ou bien la somatocrinine, c'est la même chose. GRF, ou bien somatolibérine, ou bien la somatocrinine, c'est la même chose. Elle va stimuler la sécrétion hypophysaire de l'hormone de croissance. Mais même les actions à travers, c'est-à-dire les actions physiologiques réalisées par l'hormone de croissance, ces actions vont stimuler même et vont influencer sur la sécrétion de l'hormone de croissance. Par exemple, l'état de l'hypoglycémie stimule la sécrétion de l'AGH. Parce que déjà, l'AGH, c'est une hormone diabétogénique qui provoque l'état de l'hyperglycémie. Donc, toute situation d'une hypoglycémie, c'est-à-dire la situation inverse de l'action physiologique normale de l'AGH, va stimuler la sécrétion de cette hormone. Donc, la situation de l'hypoglycémie provoque la sécrétion de l'AGH pour donner l'hyperglycémie. La même chose avec le stress. La même chose avec l'exercice. L'exercice ou bien le stress, c'est une situation qui nécessite plus de l'énergie, qui nécessite alors un effet anabolisant, en augmentant le glucose, les protéines et les lipides nécessaires pour lutter contre le stress ou bien pour gérer l'état de l'exercice physique. Et donc, le stress et l'exercice vont stimuler la sécrétion de l'AGH. Les hormones sexuelles, c'est très important. Les hormones sexuelles, déjà, sont des hormones nécessaires, surtout après leur pic, après la puberté. Et donc, ce sont des hormones nécessaires même pour la croissance. Et donc, ils vont stimuler de plus la sécrétion de l'AGH. Le sommeil, surtout le sommeil profond, l'étape du sommeil profond. Pendant le sommeil profond, l'hormone de croissance se met au travail. Et c'est la raison pour laquelle, surtout chez les enfants, on parle d'un sommeil profond qui fait grandir. C'est pendant surtout le sommeil. Le même principe avec l'épuisement par défaut de nourriture, comme le cas, bien ce qu'on appelle l'inanition. C'est la même chose. Ça nécessite plus de l'énergie, donc en gros, ça nécessite un truc anabolisant et c'est le champ d'action de l'hormone de croissance. Donc c'est ça au total. La stimulation, ça se fait par plusieurs niveaux, soit par l'étage supérieur, soit par l'étage inférieur. L'étage supérieur, c'est-à-dire par l'hypothalamus, par la sécrétion de la somatolibérine qui va stimuler la sécrétion de GH, soit par l'étage inférieur, c'est-à-dire par les actions physiologiques. L'inverse de l'action physiologique de l'hormone de croissance va stimuler sa sécrétion d'une façon toujours pulsatile. Le contraire se fait dans l'inhibition de la sécrétion de l'hormone de croissance. Toujours, ça se fait à plusieurs étages. De 1, le facteur en premier responsable de l'inhibition de la sécrétion de l'hormone de croissance, c'est la somatostatine. La somatostatine, c'est une hormone sécrétée par le pancréas avec l'insuline et le glucagon. Cette hormone a un effet inhibiteur par rapport à la sécrétion de l'hormone de croissance, par le biais du quoi elle va bloquer la réponse de l'adénohypophyse à la somatolibérine, ce qui va inhiber alors la stimulation de l'adénohypophyse et du coup, il n'y aura pas de sécrétion de l'hormone de croissance.
Le même principe avec l'hyperglycémie, puisque déjà, l'hormone de croissance réalise l'hyperglycémie. Donc, lorsqu'on arrive à la réalisation de l'action physiologique de l'hormone, donc ça va réaliser un rétrocontrôle négatif pour inhiber sa sécrétion. Les somatomidines, la même chose. Les somatomidines, par un rétrocontrôle négatif, lors de la réalisation des effets indirects de la GH, ils vont inhiber sa sécrétion. La même chose avec l'obésité, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y en a trop de la masse à l'intérieur du corps, trop de processus anabolisants et tout, ça va inhiber la sécrétion de GH et ainsi de suite. Juste, il faut savoir que de 1, les EGF inhibent par rétrocontrôle négatif la sécrétion de la GH, soit par une action directe sur l'hypophyse, soit par une action indirecte en stimulant la sécrétion de la somatostatine, qui est à la charge de faire l'inhibition sur la sécrétion de l'hormone de croissance. Ça, c'est de 1. De 2, il faut savoir que même la GH, l'hormone de croissance, ou bien la somatolibérine, l'hormone hypothalamique, sont des hormones qui s'auto-inhibent. C'est-à-dire, c'est que ces hormones provoquent par un rétrocontrôle négatif leur propre inhibition. Donc, vraiment, la régulation de la sécrétion hormonale, ça se fait à plusieurs niveaux. Alors, pour la GH, elle le fait, c'est-à-dire l'auto-inhibition, par la stimulation de la somatostatine. Pour la physiopathologie, il faut savoir que cette hormone peut être en manque à l'intérieur de l'organisme, comme elle peut être en excès. L'insuffisance en GH est due soit à un déficit de GH pituitaire, c'est-à-dire que la glande hypophyse en personne n'arrive pas à sécréter de la GH pour une raison X ou Y. Soit c'est la glande hypothalamique qui est en déficit, c'est-à-dire que la glande hypothalamique qui n'arrive pas à sécréter les hormones responsables de la stimulation de la sécrétion de GH, c'est-à-dire n'arrive pas à sécréter de la somatolibérine. Ou bien la glande hypothalamus sécrète les facteurs de stimulation et même la glande hypophyse arrive à sécréter de l'hormone de croissance, mais il y en a une absence de formation des EGF au niveau hépatique, c'est-à-dire que le foie n'arrive pas à sécréter les EGF. Ou bien le foie arrive à sécréter les EGF, il y en a de GH, il y en a de la somatolibérine sécrétée par l'hypothalamus, mais c'est le récepteur des somatomidines au niveau cellulaire qui est absent. Donc, à plusieurs niveaux. La même chose physiopathologiquement, c'est plusieurs niveaux. Soit c'est la glande hypothalamique, soit c'est la glande hypophysaire, soit c'est le foie par le manque de sécrétion des EGF, soit c'est le récepteur aux EGF qui est absent. Cette insuffisance est plus marquée chez l'enfant, puisque l'hormone de croissance, l'action physiologique est majoritaire et importante pendant la croissance jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte. Donc, c'est beaucoup plus l'insuffisance va être marquée dans l'enfance, chez l'enfant, surtout par l'absence de croissance. Il y en a une faible taille, il y en a la présence d'un retard pubertaire. C'est-à-dire que le tout, c'est le manque de l'absence qui va être responsable d'un nanisme harmonieux. Par rapport à la situation où il y en a un excès en GH, le cas le plus fréquent, c'est les adénomes hypophysaires, c'est-à-dire des tumeurs qui touchent l'hypophyse et qui sont des tumeurs sécrétantes, responsables d'une sécrétion exagérée de GH, et ça va toucher généralement plusieurs catégories des hormones. Parmi les catégories, c'est les cellules somatotropes responsables de la sécrétion de GH. Alors, l'excès de l'hormone de croissance va provoquer, avant la puberté, un état de gigantisme, c'est-à-dire une exagération de la croissance linéaire. C'est une croissance en taille ou en poids qui est anormalement élevée par rapport à la normale. Et après la puberté, ça va être responsable beaucoup plus de l'acromégalie. C'est bon, après la puberté déjà, la taille
Et le poids, généralement, c'est terminé à l'âge adulte par rapport à l'âge adulte. Et là, il n'y en a pas de croissance anormalement élevée par rapport à la normale, mais beaucoup plus une augmentation de la taille des organes, comme le cœur par exemple, et exagération de la croissance de périoste osseux. Donc là, c'est bon, la soudure de cartilage de croissance, c'est bon, elle est réalisée, donc on ne peut pas augmenter en linéaire. Mais le périoste osseux est peut-être exagéré en croissance par la suite, responsable de la réalisation d'un shape qui est spécifique par rapport à l'acromégalie. Et même puisqu'il s'agit d'une hormone responsable de l'augmentation du taux du glucose dans le sang, donc par l'excès, ça va être une hormone qui peut réaliser même le diabète chez notre patient et donner une certaine intolérance par rapport au glucose. Dans les situations pareilles, c'est-à-dire dans les situations de l'excès de l'hormone de croissance, on peut le traiter, surtout après la puberté, par les somatomédines, puisque les somatomédines peuvent réaliser un rétrocontrôle négatif par rapport à la sécrétion, et même on peut traiter le problème radicalement par l'ablation de l'adénome de l'hypophyse. Mais c'est ça au total. L'insuffisance, c'est l'absence de croissance avec la présence de nanisme harmonieux. Et c'est plus marqué dans l'enfance. Sinon, l'excès de GH, c'est avant la puberté, c'est la croissance exagérée. Après la puberté, c'est de l'acromégalie et l'intolérance au glucose. Pour la prolactine, la deuxième hormone sécrétée par les cellules acidophiles de l'adénohypophyse. C'est une hormone polypeptidique toujours et c'est une hormone homologue à l'hormone du croissant, c'est-à-dire qu'elle partage la caractéristique anabolisante avec l'hormone de croissance. D'ailleurs, il faut savoir que l'hormone prolactine, c'est la seule hormone hypophysaire qui va agir directement sur l'organe cible sans intermédiaire. C'est-à-dire qu'elle va réaliser l'action physiologique directe sans intermédiaire sur l'organe cible. Pour l'action physiologique réalisée par la prolactine, il faut savoir que la prolactine reste la majeure hormone de la lactogénèse, c'est-à-dire c'est la fabrication du lait, la formation du lait maternel, et c'est la majeure hormone qui va contribuer au développement de la poitrine, c'est-à-dire au développement de la glande mammaire nécessaire au processus de la lactogénèse. Donc, on remarque facilement pourquoi, vu qu'elle réalise la lactogénèse et le développement de la glande mammaire, on arrive à comprendre pourquoi c'est une hormone qui réalise ses actions physiologiques surtout pendant la grossesse. Pendant la grossesse, cette hormone va élever son taux sous l'effet des oestrogènes. Les oestrogènes libérés pendant la période de grossesse vont stimuler la glande hypophysaire pour sécréter de la prolactine, ce qui va préparer la glande mammaire à l'allaitement. C'est-à-dire qu'ils vont développer la poitrine chez la femme, la glande mammaire, ils vont augmenter le nombre de lobules de lait à l'intérieur, c'est-à-dire la lactogénèse, nécessaire à l'allaitement par la suite. C'est ça le rôle majeur du prolactine. Et on va comprendre facilement pourquoi les cellules lactotropes sont des cellules qu'on peut les observer facilement chez la femme enceinte en période d'allaitement même. Et pourquoi c'est difficile qu'on observe les cellules lactotropes chez la nullépare ou chez l'homme. Parce qu'il n'y en a pas de grossesse, il n'y en a pas d'allaitement, c'est-à-dire il n'y en a pas de situation physiologique nécessaire pour la lactogénèse, nécessaire pour le développement de la poitrine de la glande mammaire. Juste, il faut savoir un petit point, c'est que les oestrogènes qui vont stimuler la sécrétion du prolactine, nécessaire à la lactogénèse et le développement de la poitrine pendant la grossesse, vont inhiber la sécrétion lactée, c'est-à-dire il n'y aura pas de l'élimination de lait et la sécrétion du lait chez la femme enceinte. Et après l'accouchement, c'est la chute des oestrogènes qui va arriver et puisqu'il n'y aura plus d'oestrogènes, c'est-à-dire c'est
la levée d'inhibition sur la sécrétion lactée, ce qui permet à la prolactine de jouer pleinement son rôle. C'est-à-dire qu'elle va surtout, pendant la grossesse, juste elle va préparer la glande par le développement de la poitrine et tout, lactogénèse, mais le rôle majeur, la manifestation, c'est-à-dire le pic d'action, ça se fait surtout pendant l'allaitement. Donc c'est ça, grosso modo, c'est une action surtout pendant la grossesse et pendant l'allaitement, par l'effet lactogène. Il faut savoir que même la prolactine peut altérer la sécrétion de la GnRH. La GnRH, c'est l'hormone responsable de la libération des gonadotrophines, la FSH et la LH. C'est une hormone hypothalamique sécrétée par l'hypothalamus pour stimuler les cellules gonadotropes pour sécréter la FSH et la LH. Puisqu'il n'y aura plus de la passage lanès, donc l'activité gonadique va être diminuée, ce qui va inhiber l'action gonadotrope et du coup, ça va donner un hypogonadisme fonctionnel. Ça, c'est une action secondaire du prolactine. Mais la majeure, c'est la lactogénèse et le développement de la poitrine pendant la grossesse et l'allaitement. Bien sûr, ça nécessite une régulation de sa sécrétion. C'est clair. Alors, il y en a une commande toujours, les 3 étages. Une commande hypothalamique, et même des autres facteurs de stimulation et d'inhibition en agissant sur plusieurs niveaux. Alors, en premier, pour la commande hypothalamique, il faut savoir qu'avec la prolactine, c'est une hormone qui doit être présente juste pendant la grossesse et l'allaitement. Elle est nécessaire pendant cette situation physiologique. Mais ce n'est pas la situation qui est dominante dans la vie des êtres humains. Et du coup, il n'y aura pas beaucoup plus de stimulation de sécrétion, mais en parallèle, il y aura une inhibition de la sécrétion. Et au moment de changement de la situation physiologique, c'est-à-dire au moment du grossesse, au moment de l'allaitement, c'est juste la levée d'inhibition qui va stimuler sa sécrétion. Donc, c'est ça. Alors, pour la commande hypothalamique, la sécrétion du prolactine, elle est inhibée d'une façon continue par un facteur, c'est le prolactine inhibiteur facteur. Il s'agit au vrai du dopamine. C'est la dopamine qui va inhiber d'une façon continue la sécrétion du prolactine. Et ça se fait via la tige pituitaire. D'un autre côté, il faut savoir que la TRH, l'hormone hypothalamique responsable de la stimulation de la sécrétion de la TSH, l'hormone qui va stimuler la glande thyroïdienne, peut augmenter la sécrétion du prolactine. Alors, la prolactine, il faut savoir que même la prolactine inhibe sa propre sécrétion. Il va faire quoi pour inhiber sa propre sécrétion? Il va stimuler la dopamine par l'hypothalamus pour inhiber sa propre sécrétion. Il y en a des autres facteurs qui vont même inhiber la prolactine, comme la somatostatine, elle peut jouer ce rôle-là, ou bien les agonistes dopaminergiques. C'est-à-dire quoi les agonistes dopaminergiques? C'est-à-dire c'est les molécules qui ont la même action par rapport à la dopamine. Il y en a des comprimés d'ailleurs comme le Parlodel ou bien du Dostinex qui sont des comprimés destinés à diminuer ou bien à inhiber le taux de prolactine élevé et ce sont des médicaments utilisés beaucoup plus dans l'excès en prolactine. Ce sont des agonistes dopaminergiques. Pour le côté de stimulation, il faut savoir qu'on peut stimuler la sécrétion du prolactine par les oestrogènes, en utilisant les oestrogènes. Déjà, au cours de la grossesse, c'est les oestrogènes qui stimulent la sécrétion du prolactine. Même au moment du sommeil, au moment du stress. Parce qu'au moment du stress et au moment du sommeil, il y en a une déplétion de dopamine. Une diminution du taux de dopamine. Donc, il n'y a pas de dopamine, c'est la levée d'inhibition, c'est-à-dire l'augmentation de la sécrétion du prolactine. Même l'utilisation des antagonistes de la dopamine. Donc, il y en a les agonistes et les antagonistes. Les antagonistes de dopamine sont les molécules et les substances qui ont un effet inverse par rapport à la dopamine. Comme par exemple les neuroleptiques. Il y en a des neuroleptiques qui sont des antagonistes de dopamine et on peut
tenter à traiter les patients qui souffrent d'une déficience en prolactine par les antagonistes dopaminergiques. Et enfin, l'allaitement, surtout le réflexe de succion de téton, est responsable de la stimulation de la sécrétion du prolactine. Donc, que ce soit la stimulation ou bien l'inhibition, est basée sur l'effet du dopamine et d'autre part, sur l'effet réalisé par la dopamine et par la prolactine. Physiopathologiquement, bien sûr, comme toute hormone, elle peut souffrir d'une insuffisance en prolactine ou bien d'un excès en prolactine. Pour l'insuffisance en prolactine, c'est la situation la plus fréquente de la destruction de l'hypophyse antérieure. Et on parle de syndrome de Sheehan. C'est quoi le syndrome de Sheehan? C'est une nécrose responsable de la destruction de l'hypophyse antérieure qui fait suite à un syndrome hémorragique du postpartum. Généralement, la femme, en post-accouchement, en postpartum, souffre d'une hémorragie de délivrance responsable par conséquence d'une nécrose de l'hypophyse antérieure qui va se manifester par une insuffisance hypophysaire, y compris la ligne du prolactine. Et c'est une déficience qui se manifeste surtout par une absence du montée laiteuse, absence de la lactogénèse et développement de la glande mammaire. En revanche, l'excès en prolactine se voit plutôt dans la destruction hypothalamique, c'est-à-dire c'est la levée d'inhibition par la dopamine. C'est l'interruption du tractus hypothalamo-hypophysaire qui va être responsable de l'absence de l'action du dopamine et du coup excès de sécrétion du prolactine. Ou bien la deuxième situation fréquente, c'est les tumeurs sécrétantes, surtout l'adénome hypophysaire. La conséquence de l'excès de prolactine, c'est une exagération de l'action du prolactine. Et du coup, on va remarquer la présence du galactoré, parce que quand même, c'est une exagération de la lactogénèse et développement de la poitrine. Avec les troubles de cycle, surtout chez la femme, parce que quand même, la prolactine donne un certain hypogonadisme fonctionnel qui peut se manifester dans la situation de l'excès par les manques d'ovulation, les aménorrhées chez la femme et même une baisse de lipides. Pour le reste des hormones, à savoir la TSH, la FSH et la LH, ce sont des hormones qui dérivent de la même famille des glycoprotéines. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces hormones ont une partie commune, c'est la sous-unité alpha, et une partie propre à chacune, c'est la sous-unité bêta. C'est la sous-unité bêta qui va déterminer l'activité propre de chaque hormone. Pour la TSH, la Thyroid Stimulation Hormone, c'est-à-dire l'hormone responsable de la stimulation de la glande thyroïde qui est sous la commande de la TRH hypothalamique, c'est une hormone qui va être en détail dans le cours de la glande thyroïde. Pour la FSH et la LH, pour la FSH, c'est Follicle Stimulation Hormone. C'est une hormone responsable de la formation des gamètes, des cellules germinales à l'intérieur de l'organisme, chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, grâce à la FSH, on arrive à former l'ovule grâce à un processus qu'on appelle la folliculogénèse. C'est-à-dire c'est la formation des follicules et c'est à l'intérieur de ces follicules où se développe l'ovule, jusqu'à l'arrivée à l'ovulation et la libération de l'ovule terminé. Ça, c'était chez la femme. Parallèle chez l'homme, la même chose, c'est la formation des gamètes de la cellule germinale, c'est-à-dire de la spermatozoïde, et ça se fait grâce à la stimulation des cellules de Sertoli responsables de la spermatogénèse. Donc, FSH, c'est le S au milieu, qui est en rapport avec les cellules de Sertoli, qui commence avec un S, et responsable de la spermatogénèse. Donc, c'est SSS. Donc, c'est ça le rôle du FSH, c'est la formation des gamètes, l'ovule chez la femme par la folliculogénèse, d'ailleurs, c'est Follicle Stimulation Hormone.
Et c'est l'hormone responsable de l'activation des cellules de Sertoli pour le processus de spermatogénèse afin de fabriquer le spermatozoïde. Pour la LH, c'est l'hormone lutéinisante. Cette hormone, elle est responsable de la formation des hormones sexuelles par la stimulation des gonades chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, les cellules du LH, c'est LH, vont être responsables de la stimulation des cellules de Leydig. C'est LL. Les cellules du Leydig vont former les hormones sexuelles chez l'homme, dont la principale, c'est la testostérone. Alors, parallèles chez la femme vont être responsables de la stimulation des gonades pour former les hormones sexuelles chez la femme, à savoir l'oestrogène et la progestérone. Il faut savoir que le taux du testostérone, de progestérone et même d'oestrogène sont rétro-inhibiteurs pour la sécrétion de la FSH et du LH. Et ces hormones, la FSH et la LH, sont des hormones hypophysaires qui vont être sécrétées sous la commande d'une autre hormone, bien sûr, hypothalamique, c'est la GnRH. C'est l'hormone de libération des gonadotropines hypophysaires. Donc, c'est ça. Par la suite, le dernier groupe des hormones sécrétées, c'est la opiomélaноcortine, c'est-à-dire la PEMC. La PEMC, c'est une glycoprotéine d'une longue chaîne des acides aminés. C'est la molécule mère, une longue chaîne d'acides aminés. Et cette molécule, puisqu'elle est longue et elle est contenue déjà dans les cellules les plus volumineuses grâce à sa taille, elle va être scindée par la suite pour donner plusieurs molécules filles, à savoir la CTH, la bêta-LPH et la MSH. Pour la CTH, l'hormone adrénocorticotrophine. Déjà, d'après le nom, corticotrophine, c'est l'hormone responsable de la stimulation du cortex surinalien pour la libération des glucos et du gonadocorticoïdes. Ça, c'était détaillé dans le cours de la glande surrénale. Pour la MSH, Melanocyte Stimulation Hormone, déjà d'après le nom c'est clair, c'est l'hormone responsable de la stimulation des mélanocytes. Les mélanocytes sont les cellules de la peau responsables de la fabrication de mélanine. Plus on fabrique de mélanine, plus la peau elle est sombre. Et le contraire est vrai, moins de mélanine, c'est-à-dire une peau plus claire. Et c'est grâce au taux de la MSH qui va décider la couleur de la peau à travers la quantité de mélanine sécrétée par les mélanocytes. Et enfin, la dernière molécule fille, c'est la bêta-LPH. C'est bêta-lipoprotéine. C'est une hormone qui va être responsable de la stimulation du processus de la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des lipides, et ça se fait au niveau des adipocytes, c'est-à-dire les cellules qui vont stocker les triglycérides à l'intérieur de l'organisme. Cette lipolyse stimulée par les bêta-lipoprotéines va être due par l'intermédiaire de l'activation de l'épase. C'est une hormone responsable de la lipolyse. D'autres parties de la bêta-LPH va être responsable de la formation de l'endorphine. C'est-à-dire que le bêta-LPH va présenter un précurseur de l'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone du plaisir grâce à son action anxiolytique, antalgique et relaxante. Même, il faut savoir que la bêta-LPH, au moment du clivage de la bêta-LPH pour donner la bêta-endorphine, elle va même donner la bêta-MSH, c'est-à-dire c'est la forme bêta de Melanocyte Stimulation Hormone. Donc, c'est ça au total par rapport aux hormones de l'adénohypophyse.
l'hormone de croissance, responsable de la croissance par des actions directes et indirectes, sécrétée par une façon pulsatile. Il y en a l'hormone prolactine, responsable de la lactogénèse et le développement de la poitrine, surtout pendant la grossesse et pendant l'allaitement. La troisième, c'est la TSH, responsable de la stimulation de la glande thyroïde pour sécréter la T3 et la T4. Après ça, c'est la FSH, responsable de la formation des gamètes. Et la LH, responsable de la formation des hormones sexuelles. Il y en a la POMC, responsable de la sécrétion de la CTH, qui va stimuler la glande surrénale. Bêta-LPH, avec la lipolyse et la formation de l'endorphine. Et la MSH, responsable de la mélanodermie chez l'homme.